Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Life Stories. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'entrepreneuriat, et plus spécifiquement l'entrepreneuriat féminin. Alors vous le savez, la communication à l'événementiel, c'est plutôt des secteurs féminins, et pourtant, quand on regarde au poste de direction, on a majoritairement des hommes. Alors bien évidemment, les choses bougent. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'était fortement le cas. Aujourd'hui, les choses évoluent. On a la chance d'avoir des dirigeantes dans pas mal d'agences. J'ai eu la chance d'accueillir, il y a quelques épisodes, les 2 co-directrices générales de Publicis Live. Donc, ça commence à arriver dans les grosses agences, mais c'est le cas un peu partout et c'est tant mieux. Et donc, j'ai voulu qu'aujourd'hui, on s'intéresse justement au parcours d'une femme qui a choisi d'entreprendre. Alors, comment elle est passée de directrice logistique à directrice d'agence? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Alice Dupeigne. Bonjour Alice. Bonjour Agathe. Donc Alice, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Agathe. On se connaît. Oui. On était toutes les 2 freelance à l'époque. Aujourd'hui, tu es la directrice de l'agence ICE. Donc déjà, j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce qu'est ICE. ICE Events, c'est une agence d'événementiel et de tourisme d'affaires qui a 18 années d'existence. D'accord. Qui est basée à Lille et que j'ai repris moi perso en 2019. D'accord, alors c'est ça que tu vas nous raconter. Mais d'abord, j'aimerais savoir que tu nous racontes un peu comment tu as commencé dans l'événementiel, parce que c'était il y a plus de 20 ans. Donc, comment a commencé cette histoire ? De façon un peu atypique, comme tout le monde, parce qu'on n'avait pas vraiment de formation dans l'événementiel à cette époque-là. Donc, il n'y avait pas vraiment d'école qui préparait au tourisme d'affaires et à l'événementiel. Donc, c'est vrai. Je suis issue vraiment d'un cursus littéraire. D'accord. Avec un bac littéraire, j'ai fait une école de traduction. Et puis, je pensais m'orienter plutôt vers de la traduction, de conférences, etc. J'avais un fort attrait pour le rédactionnel et la com, sans vraiment trop savoir, en savoir plus que ça. Et un peu par hasard, j'ai fait, par un ami d'amis, j'ai fait un stage en agence. Ça me branchait bien, je faisais partie de mon BDE, j'organisais des soirées, je trouvais ça cool. Et je me disais, en fait, est-ce que cette idée que je me fais de l'événementiel, ça correspond vraiment à ce que c'est? Donc, essayons. Donc, j'ai commencé par un stage de 6 mois chez Alice Événements. D'accord. Qui était une agence marseillaise qui venait d'ouvrir son antenne à Paris. Et donc, j'ai fait 6 mois et puis je suis tombée dans la marmite, quoi. C'est ça. Il y a eu un vrai coup de cœur. J'ai enchaîné avec 2 CDD. On m'a demandé, est-ce que tu es mobile? Je suis descendue à Marseille. Après, on m'a dit, est-ce que tu es encore mobile? Je suis remontée à Paris. Et là, on m'a dit, finalement, on va te garder. Donc, j'ai signé un CDI et je suis restée 5 ans chez Alice Événements. D'accord. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans l'événementiel et le tourisme d'affaires. J'ai eu la chance de tomber sur des chefs de projet et des dialogues vraiment adorables, hyper bienveillants, qui m'ont vraiment formée de manière solide et j'ai pu participer, en fait, ou en tout cas prendre part à l'organisation de différents types de projets assez vite, avec une dimension internationale rapidement aussi, parce que la dialogue avec laquelle je bossais tout au départ était trilingue, donc on a fait pas mal d'événements bilingues anglais-français. D'accord. En France ou ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Ok. Voilà. Donc, ça a démarré comme ça, la grande aventure chez Alice Événements en CDI. D'accord, donc d'abord en agence. Voilà. Et après en free. Et après en free. Alors, moi, j'étais hyper contente d'être en agence parce que, débutant dans le métier, j'avais pas trop confiance en moi. Je me disais qu'il valait mieux se former. Bien sûr. Et donc, d'avoir un CDI, c'était une vraie garantie, en tout cas, une vraie stabilité. Et puis, les aléas de la vie ont fait que mon amoureux de l'époque a été muté en Suisse. D'accord. J'ai décidé de partir avec lui. Donc, j'ai quitté mon confort et l'agence dans laquelle j'avais grandi, entre guillemets, pour partir m'installer en Suisse. Mais en Suisse, impossible de travailler parce qu'il fallait un permis de travail. D'accord. De travailler en Suisse. Ok. Donc, en fait, le virage s'est fait à ce moment-là. Si je voulais poursuivre une activité professionnelle, il fallait que je me mette freelance. Okay. Et assez rapidement, j'ai d'anciens collaborateurs ou d'anciennes connaissances qui avaient changé d'agence ou de free qui m'ont appelé pour du renfort. Renfort terrain et puis renfort en prod. Et puis très vite, j'ai bossé 20-25 jours par mois depuis la Suisse et en faisant des allers-retours.
Et donc, je suis sortie, ça a été en fait, sans que je le sache, vraiment une opportunité pour sortir de ma zone de confort. D'accord. Pour me faire violence, parce que, encore une fois, j'étais bien là où j'étais, j'adorais ce que je faisais. Mais c'est ce qui m'a permis vraiment d'accrocher avec ce statut que j'ai adoré par la suite. Donc, tu étais plutôt sur de la logistique? Ouais, j'étais dialogue pendant 10 ans. Donc, j'ai fait... alors, l'avantage, c'est que j'ai fait à la fois de l'événementiel, donc de la convention, du salon, des roadshows qu'on a fait toutes les deux. Et puis, j'ai fait aussi tout ce qui était tourisme d'affaires. J'ai fait des voyages de récompense, des voyages de simulation, des conventions à l'étranger aussi. Donc, j'avais vraiment, en tout cas, ce profil qui permettait déjà d'être un peu tout-terrain en log, mais qui me permettait d'avoir finalement beaucoup de demandes parce que je savais faire les deux, quoi. Donc, ouais, 10 ans de direction logistique avec des petites agences, des grosses agences, des connues, des moins connues. Sur tout type de projet, et avec vraiment cette passion de ce format qui était génial, parce que ça nous permet de bosser avec différentes personnes sur différents types de projets, avec différents process, et de rencontrer sans arrêt Tout à fait. voilà, des gens, des clients, etc., quoi. Donc ça bouge beaucoup et c'est vraiment ce qui me plaisait, moi. Tu penses que c'est quoi les grandes qualités que tu as tirées de cette période-là et que tu utilises aujourd'hui sur ta mission de directrice d'agence? Alors, je ne sais pas si c'était les miennes, mais je sais qu'il faut beaucoup d'agilité et de flexibilité. Bon, c'est sûr que quand on est directeur d'agence, il en faut. Il en faut pas mal. L'adaptabilité, l'écoute. Oui. Le professionnalisme. Alors, il y a aussi une expertise. Finalement, on fait appel. Les personnes font appel à soi parce qu'on a cette expertise-là, on a cette réputation-là, on a ce sérieux-là. Et finalement, ça se retranscrit, ça se reporte totalement quand on dirige une agence. On est notre propre produit, en fait. C'est ça. Donc on là, est en représentation. Ça grossit un peu quand on devient vraiment responsable d'une entreprise. Tout à fait. Mais c'est un peu le même système, au final. C'est ça, on se vend soi-même. Bon, là, on vend la marque, l'entreprise, mais c'est la même chose, ouais. Et donc, tu as commencé à un moment à avoir des premières missions pour... Pour Ice, oui. D'après la Suisse, j'ai redéménagé donc à Lille, où j'ai rencontré donc les dirigeants de Ice. Et on a collaboré 5-6 ans. Je suis revenue sur Paris. Et il y a eu un vrai coup de cœur, à la fois relationnel et aussi dans la façon de travailler, dans l'expertise, encore une fois, et dans l'esprit, les valeurs qui vraiment, moi, m'ont beaucoup parlé. C'est la seule agence, je vais te donner une anecdote, mais c'est la seule agence avec laquelle j'ai bossé pendant un petit certain temps, qui en fait proposait à ses équipes de venir la veille. Et avant de commencer un brief, un truc, on commençait par manger. Donc, on s'installait. C'est un bon signe. On mangeait, on buvait une bière, bien sûr, c'est quand c'était à Lille. Voilà. Et on mangeait, on faisait connaissance, on prenait le temps de se retrouver. Et après, on se lançait. Donc, en fait, il y avait cette espèce d'esprit hyper amical, presque familial, j'ai envie de dire, assez vrai. On faisait pas en fait, on sentait que les gens ne faisaient pas semblant. C'est vraiment la gentillesse. Et puis, on se retrouvait et finalement, autour de ce repas, hop, on reformait cette équipe. Ou on formait cette équipe, parce que c'était pas toujours les mêmes, bien sûr. Et du coup, on se sentait disposé, en fait, pour tout donner, pour que ça se passe bien. Ça se faisait naturellement, en fait. Là, ça paraît tout simple, mais c'est quand même une très bonne idée. Mais on est d'accord. Pas toujours le cas, parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça. Mais malheureusement. Parce que c'est vrai, quand on prépare les projets, c'est vrai, on n'a pas le temps, on est dans notre truc. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, en fait, oui, c'est bête, mais c'est important. Ça permet de repartir tous prêts, tous ensemble sur le même projet. C'est ça. Donc, on essaie de le faire encore quand on y pense. Enfin, quand j'y pense, mais on essaie de le faire, ouais. Et donc, tu travailles avec les dirigeants d'Ice. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Ce qui se passe, c'est que sur un gros événement, c'était un gros événement, 25 000 personnes qu'on faisait sur 5 villes de France. Ça a duré 7 semaines, cet événement-là. Et moi, je gérais la partie de la région parisienne, enfin le lieu de la région parisienne. Et soirée de clôture, tous les lieux se retrouvent à Bagnolet, où j'étais. C'est quand même très classe de faire un événement à Bagnolet. Bref, on se retrouve à Bagnolet, on fait la soirée de clôture, tous ensemble. Et les deux dirigeants, autour d'un verre, me disent qu'ils aimeraient petit à petit
tiraient leur révérence, l'âge avançant, qui cherchent un repreneur. Bon, on discute vraiment autour d'un verre et moi, je me suis clairement pas sentie concernée. Je sais pas s'ils ont lancé juste une idée comme ça en l'air, mais en tout cas, vraiment, ça ne m'a pas atteint sur le moment. Je me suis dit, bon, ok, j'étais à milieu d'envisager quoi que ce soit. Donc, bah, j'accueille voilà, la conversation, je discute, bon, puis ça va pas plus loin que ça. Et quelques mois après, je reçois un mail donc, de l'un des fondateurs qui, de but en blanc, me propose de prendre sa suite, pardon, de prendre sa suite. Et c'est un homme qui est plein d'humour, donc je me souviens qu'il prônait dans son message, pour faire pencher la balance, il prônait le sens de l'accueil des gens du Nord, la gastronomie lilloise basée sur les frites et sur la bière. Oui, parce que tu habitais en région parisienne. Parce que j'étais retournée en région parisienne, voilà. Et donc voilà, donc de but en blanc, il me propose de prendre sa suite. Donc, bon, je dois admettre que je suis tombée de ma chaise. Ouais, littéralement, je m'y attendais pas du tout. Et puis j'étais à milieu, encore une fois, d'envisager de reprendre une boîte. C'est quoi tes premiers sentiments, justement, quand tu as cette proposition et puis quand tu commences à y réfléchir un petit peu? Une fois la surprise passée, mais ça a été quand même une grosse claque. En fait, assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Très rapidement, ça a cheminé. Alors, ça a cheminé parce que je sentais... Alors, évidemment, c'était une opportunité. On m'avait déjà proposé de me fixer en agence, en dirlogue ou en dire de proche, et j'avais toujours décliné parce que j'aimais bien ce statut de free, ça m'allait bien. J'avais eu mes enfants en étant free, donc c'est vrai qu'il y avait cette souplesse qui me permettait, moi, d'évoluer entre le pro et le perso, et ça me correspondait bien. Mais c'est vrai que... en fait, bêtement, j'ai pesé les pour et les contre, les frais et les atouts, pardon. Et en fait, les freins, il y en avait... En fait, il n'y en avait pas des masses. C'est-à-dire que je ne prenais pas des tonnes de risques non plus, parce que, si on met le côté financier de côté, mais moi, à ce moment-là, je n'ai pas mesuré le côté financier. C'est-à-dire que je connaissais les clients, je connaissais l'agence, je connaissais les dirigeants, je connaissais l'équipe. C'est une agence qui a beaucoup d'événements qui sont récurrents. J'adhérais à 200% aux valeurs donc, de cette agence, comme je te le disais tout à l'heure. Et puis, il y avait cette expertise, moi, que j'avais parfois, qui manquait dans certaines grosses agences dans lesquelles j'avais bossé. Donc, en fait, les risques, au-delà des risques financiers, encore une fois, mais que j'avais complètement occultés à l'époque, il y en avait peu. Qu'est-ce que je risquais de regretter, en fait? En fait, quand ça s'est présenté comme ça, je me suis dit, mais si je dis non, est-ce que je ne vais pas regretter un jour? C'est une bonne manière de voir les choses. C'est ça, c'est-à-dire que cette opportunité-là qui se présente, qui est complètement... moi, ça m'a paru vraiment loufoque. Est-ce qu'elle va se représenter? Il y a peu de chance, quand même. Il y a peu de chance. Donc, en fait, pourquoi j'y vais pas? Moi, en général, c'est ce que j'aime bien aussi dans ce côté entrepreneur. Quand il y a des vraies décisions à prendre, et dans son vie perso ou pro, c'est à peu près la même chose, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire lister. Ouais. Lister les pour et les contre, pour vraiment essayer d'avoir une vision objective, parce que souvent, ce qui peut nous arrêter dans notre réflexion, c'est le contre qui est en fait quelque chose de très, soit très futile, très psychologique, de se dire plutôt de la peur, plutôt je me sens pas capable, plutôt... Et en fait, quand on écrit vraiment qu'est-ce qu'on a à perdre, souvent, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Et donc, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'y aller. Et c'est ce que tu as fait, a priori. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que je me suis dit, un peu comme dans les bronzés, j'y vais, mais j'ai peur. Mais en fait, j'avais même presque pas peur parce que je compare souvent cette décision-là de partir, de partir dans l'entrepreneuriat avec la décision de devenir parent. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois, je précise. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'enthousiasme, cette espèce d'élan. Il y a tout ce qu'on projette, évidemment, dans cette idée de parentalité. Et en même temps, il y a plein d'inconnus. Et on se dit, évidemment, il va y avoir des galères, il va y avoir de l'inconnu, il va y avoir des choses auxquelles je ne pense pas aujourd'hui qui vont être compliquées à gérer, mais en fait, l'envie porte, en fait. Et je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, j'étais consciente que ça allait pas être simple, que j'étais pas hyper formée non plus, quand même. Mais en fait, l'élan a pris le dessus. En fait. Donc, tu décides de reprendre les rênes de cette agence.
C'est quoi les premiers challenges qui sont arrivés à toi? Le tout premier, je pense, c'est d'emmener l'équipe. Enfin, d'emmener l'équipe. En tout cas, de me sentir légitime. D'accord. Déjà, le tout premier, ça a été ça, parce qu'une reprise, c'est quand même pas simple, parce qu'on reprend l'équipe. Et alors, d'autant plus que les choses n'avaient pas été amenées de manière très à droite, même si j'ai beaucoup de respect pour Jean-Marc, donc le fondateur. Il le sait, mais en fait... donc moi, je savais depuis plusieurs mois, il cherchait voilà, un repreneur, entre guillemets. L'équipe n'était pas vraiment au courant. Donc, il a presque annoncé en même temps, au même moment, que l'agence allait être reprise et que c'était moi qui reprenais. Donc, autant te dire que l'annonce a fait, a fait un certain effet. D'autant que moi, quand je suis arrivée, les chefs de projet qui sont devenus donc... des collaborateurs, c'était des gens pour qui je travaillais. Oui, donc le relationnel d'un coup... Voilà, ça n'avait pas été simple. Alors, c'est une équipe qui est hyper bienveillante et ils m'ont accueilli à bras ouverts, mais j'avoue que, moi, n'ayant pas d'expérience ou très peu de management et arrivant un peu... Je me sentais un peu comme un cheveu sur la soupe, très clairement. Donc, la première difficulté pour moi, ça a été ça. En fait, j'ai déployé une énergie de dingue pour essayer de m'asseoir dans le fauteuil qui se libérait. Tout à fait, ouais. Et d'occuper ces fonctions-là et cet espace-là. Et c'était pas évident. Alors, on a fait ça de manière... Il y a beaucoup de respect entre Jean-Marc et moi. On avait décidé ensemble qu'on ferait une passation de plus de 9 mois, de façon à ce que moi, je trouve mes marques vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis du réseau lillois, etc. Donc, il a été d'une grande aide et il m'a accompagnée vraiment en tout point, heureusement d'ailleurs. Et donc, petit à petit, j'ai pris cet espace. Mais j'avoue que ça a quand même été compliqué. Et puis, Jean-Marc, en plus, c'est la deuxième difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de prendre sa suite. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'était le dirigeant d'Ice Events. Il m'appelle, OK, je me suis retrouvée dans son fauteuil. Je l'ai voulu, tu me diras, hein, bien sûr, mais il y a eu quand même un moment où c'était un peu étonnant pour moi, où je me disais, OK, je suis dans son fauteuil, dans son bureau. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui a une assise, qui a une réputation, qui a un sérieux, et qui, pour moi, c'est la figure d'Ice Events. Donc là, moi, je devenais avec l'équipe, parce que je suis pas toute seule, heureusement, à représenter l'agence. Donc ça a été... j'ai mis du temps à me défaire de ça aussi, à arrêter de me comparer, à arrêter d'essayer de le remplacer et à prendre ma part et mes fonctions sereinement avec mes choix à moi et ma perception à moi de l'agence, quoi. C'est ça, d'abord d'assumer la posture vis-à-vis de l'équipe. C'est ça. Et puis j'imagine vis-à-vis des clients aussi. Oui, alors vis-à-vis des clients, on a fait le tour assez rapidement avec le fondateur et c'est vrai que on a fait ça dans la forme et j'ai été accueillie assez simplement. Et c'est vrai que j'étais assez inquiète et au final, ça s'est passé plutôt bien. C'est peut-être les gens du Nord qui sont super cool, on n'a pas l'habitude dans la région parisienne, hein, mais ça s'était plutôt bien passé. C'est vrai que moi, il y avait un enjeu qui était important, ouais. Mais en tout cas, je ne l'ai pas senti quand on faisait le tour des clients. Je n'ai pas senti qu'on était vraiment mis à l'épreuve. Parce qu'autant quand on crée sa propre agence, c'est-à-dire que de base, on part d'une feuille blanche, donc c'est plus facile de construire. C'est ça. De ce point de vue-là, de définir qui on est, comment on fait, sa marque de fabrique, son image. Là, il y a d'abord eu la reprise de l'image de l'agence, la reprise vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collaborateurs, et puis aussi, ce que tu disais, la nécessité d'imposer un peu ton style et puis d'insuffler un peu de nouveauté aussi, parce que je crois que tu as essayé de repositionner un petit peu les métiers de l'agence. Donc aujourd'hui, justement, c'est quoi Ice Events selon Alice Dupeigne? C'est une agence qui se revendique davantage, avant tout, parce que en fait, d'événementiel et de tourisme d'affaires. Parce que cette agence, elle a été créée initialement, c'est une agence essentiellement de tourisme d'affaires. On a un code APE d'agence de tourisme d'affaires. Et en fait, rapidement, moi, je me suis rendu compte que j'ai été confrontée aux équipes qui disaient, mais nous, on fait du tourisme d'affaires. On ne sait pas faire d'événementiel. Sauf que moi, en tant que free, j'avais assisté, j'avais élaboré des événements avec eux. Donc en fait, il y avait un vrai problème de revendication. Ils
ils pensaient que c'était pas leur métier. Donc ça a été un vrai cheminement, ça a pris beaucoup de temps et ça c'est quelque chose que j'avais pas mesuré du tout pour qu'ils comprennent que ils étaient légitimes, qu'ils avaient le savoir-faire et qu'il fallait le mettre en avant. Parce que c'était pas du tout le cas jusque-là. De toute façon, il y avait une com inexistante de toute façon dans cette agence, mais c'est une autre perception des choses et c'est une autre époque aussi entre guillemets. Oui, ça c'est un autre temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la nécessité d'exister ailleurs que par son expertise et son savoir-faire. Exactement. Donc c'est vrai que Ice Events, maintenant, c'est une agence d'événementiel et de tourisme d'affaires. Alors, c'est vrai que moi, j'ai essayé de... Alors, peut-être que je me suis concentrée, en tout cas, pour œuvrer à se faire reconnaître comme agence événementielle de manière complémentaire à l'agence tourisme d'affaires. Et ce qui fait qu'au final, on a un chiffre d'affaires qui est à 90% sur de l'événementiel. D'accord. Post-Covid, je précise. Avant le Covid, c'était 75, on va dire. Mais on était déjà il y avait une belle lancée. Mais c'était déjà presque les chiffres avant que j'arrive, moi. Alors, peut-être pas, ces proportions étaient peut-être pas aussi significatives, mais avec le Covid, etc., toujours est-il que les chiffres sont là et qu'on est presque plus événementiel que tourisme d'affaires. Alors, au départ, très axé logistique. Puisque les chefs de projet, en vrai, c'est des dirlogues. Et moi, mon ambition, c'était vraiment de développer le côté prod qui manquait. Alors, mais ça nous permettait finalement de collaborer avec d'autres agences. On avait des clients qui, librement, nous disaient on vous confie à vous la log et on préfère confier la prod ailleurs. Et on avait l'habitude de construire les événements comme ça, et ça se passait très bien. Sauf que moi, je me suis dit à un moment, pourquoi est-ce qu'on ne s'équipe pas pour le faire tout seul ? Bien sûr. Donc aujourd'hui, Ice Events, c'est une agence qui peut justement répondre à des demandes dans leur globalité, aussi bien sur la prod que sur la log. Un des avantages, on va dire, du Covid, c'est qu'on a pu se rapprocher de la filiale. Donc, il y a une petite structure qui est tenue par Xavier Grassin, avec lequel on collaborait auparavant. Et en fait, Xavier et moi, on a beaucoup discuté pendant le Covid. Évidemment, on s'est retrouvés face à des difficultés, beaucoup de remises en question, etc. Et à l'issue du Covid, on a décidé que la filiale se rapprocherait de Ice Events. Donc en fait, ses compétences à lui sont extrêmement complémentaires aux nôtres et vice-versa. D'accord. Donc on a chacun notre structure. Ok. Et on travaille en collaboration tout en gardant chacun nos clients. Lui est plutôt sur de la partie prod. Ouais. Okay. Ce qui fait que dès qu'on a un événement, déjà, on peut aller chercher des marchés sur un événement dans sa globalité, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et puis, on peut, quand on a une demande dans sa globalité, on fait appel à Xavier, s'il est dispo ou ailleurs. Mais c'est vrai que dans un premier temps, finalement, c'est devenu hyper poreux, nos deux structures. C'est-à-dire que quand il a besoin de renfort en logistique, moi, je mets à ses dispo les dirlogues. Quand nous, on a besoin de créa, de direction technique, de dire prod, etc., c'est lui qui prend la casquette et qui vient renforcer notre équipe. D'accord. Et ce qui une vraie complémentarité qui vient vous enrichir en fait tous les deux sur les projets que vous gérez. Oui, tout à fait. Donc c'est ça aujourd'hui, Ice Events, pardon. D'accord. Mais tu t'en parlais juste à l'instant, justement, parce que tu as repris cette structure en 2019. Oui. Donc on sait tous ce qui s'est passé début 2020. Donc justement, quand on est une jeune directrice d'agence entrepreneuse et qu'arrive cette question-là du Covid et de l'arrêt total de notre filière et de nos métiers et du coup de nos agences, comment ça s'est passé pour toi ? J'ai eu le nez creux, je dirais, dans cette année-là. Non, mais en fait, je me souviens que ma première et une des seules angoisses que j'ai eues, ça a été l'équipe. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, venant de reprendre, il y avait eu, pendant la période de passation, quelques départs, ce qui est logique en période de reprise. Bien sûr. On avait donc fait les recrutements avec Jean-Marc avant le Covid, dans l'année 2019. Et on commençait à avoir enfin de nouveau une cohésion, un esprit d'équipe à retrouver, parce que c'était une équipe, à ce moment-là, c'était 4 chefs de projet. Donc j'avais 2 anciens de nouveau. Donc il fallait que la mayonnaise recommence à prendre. Et ça recommençait tout juste à prendre. Et paf, on s'est pris le Covid. Donc c'est vrai que ma première inquiétude, ça a été mince. Comment on va réussir à garder les équipes, à les maintenir avec cette grosse tuile-là. Et puis, ça a été aussi et surtout comment on fait pour maintenir tout le monde. Et ça a été la préoccupation pendant toute la crise. C'est-à-dire que notre priorité, à mon associé à moi, ça a été vraiment
de faire en sorte qu'on réussisse à maintenir tout le monde. Donc on a contracté la PLD, donc l'activité partielle longue durée, qui nous demandait de nous engager pour 6 mois renouvelables si on le souhaitait sur une activité partielle. Tout à fait. Même s'il y avait une reprise. C'est ça, ce qui a été un peu compliqué. Voilà, donc on a fait une première fois où finalement il n'y avait pas eu de reprise, ça allait. On a demandé, on a renouvelé, sauf qu'au moment où on a renouvelé, on s'est retrouvé dans les périodes du stop and go, avec des moments de reprise hyper intenses. Donc ça a été un peu rock'n'roll, je dois dire, mais on s'est serré les coudes, on a alterné, on a fait comme on a pu, l'équipe est restée hyper mobilisée. Et on a pu tenir donc finalement sur une année d'APLD dans le Covid, ce qui nous a permis de maintenir tout le monde. Et c'était chouette parce que c'est vrai que l'APLD, pareil, pour la contracter, il faut l'accord de tous les collaborateurs. C'est-à-dire que le dirigeant ne peut pas dire « moi, vas-y, je contracte l'APLD pour garantir les postes des uns et des autres ». Il fallait que tous les collaborateurs soient d'accord. Donc on a parlé évidemment de manière très transparente avec eux. Et moi, je me souviens que j'avais été hyper touchée parce que tout le monde restait dans la barque. Quand on a dit « bon, bah voilà », soit on fait rien et on attend de voir quand est-ce qu'on touche des aides et potentiellement on verra comment on peut faire, mais on n'est pas sûr de pouvoir maintenir. Soit on fait un coup de poker et on se dit de toute façon il y en aura au moins pour 6 mois. Donc on contracte cette aide-là. Et en fait, tout le monde a dit ok, non mais moi bien sûr, je reste. Et c'est vrai que moi, je venais de reprendre et je me suis dit, mais ils sont incroyables, ces gens. Ils sont formidables. Ils y croient. Bon, ok, allons-y, croyons-y tous ensemble. Mais c'est vrai que ça a généré quelque chose, ce Covid. De toute façon, quand on passe tous au travers d'une épreuve, ça resserre les liens, quoi. C'est ça, l'adversité, pour le coup, peut aider. Qu'est-ce que tu retires de cette période, justement, de Covid vis-à-vis de ta structure et peut-être de votre manière de gérer vos événements ou... Comment ça a fait évoluer les choses ? Alors, vis-à-vis de la structure, ça nous a apporté donc davantage de souplesse en termes d'organisation, tout ce qui est télétravail, etc. Donc, assez rapidement, voilà. On a décidé de maintenir des journées de télétravail pour tous et des journées fixes pour tous, de façon à ce qu'on puisse continuer à communiquer et à évoluer et à travailler sur les différents dossiers 3 jours par semaine. Donc ça, structurellement, voilà, c'est ce que ça a changé en profondeur. Après, sur les événements, ça a changé beaucoup de choses, évidemment. Il y a, de manière globale, il y a moins de présentiel, entre guillemets, ou en tout cas, on réfléchit à 2 fois avant de faire venir des gens de Hong Kong ou de je sais pas où. Tout à fait. Il y a l'événement hybride aussi, qui est de plus en plus présent, voire presque systématique sur des événements un peu conséquents, où on a une partie en présentiel, une partie en hybride. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent aussi, nous, dans nos événements. On a, pour l'instant, comme je te le disais, sur le tourisme d'affaires, une reprise qui est plus timide. Je pense aussi qu'en termes de prise de conscience par rapport à l'environnement, à l'impact de la filière sur l'environnement, justement, sur la planète, en fait, je pense qu'il y a eu un vrai avant-après. Et j'ai l'impression, moi, que les donneurs d'ordre réfléchissent à 2 fois avant d'organiser en présentiel une conférence, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, ça veut dire que ça se fait autrement, pas à la même fréquence, d'une autre façon. Voilà. Après, c'est vrai que ça nous a apporté aussi d'être agile, de s'adapter, d'être à l'écoute, mais on était déjà, de toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui nous demandaient conseils. Est-ce que vous pensez pendant les stop and go? Est-ce que vous pensez qu'on peut... Ça y est, on peut organiser quelque chose en présentiel ou... c'est compliqué de dire. Mais on a eu ce rôle un peu plus conseil. Et puis, ça a recréé des liens aussi avec certains clients. Moi, j'ai senti qu'il y avait une certaine connivence pour certains qui se créaient... Par la suite, les premières confirmations d'événements qui ont eu lieu après le Covid, on sentait qu'ils étaient contents de nous appeler pour dire ça y est, on pourra rebosser ensemble, ça va se faire. On va refaire. On a besoin de... Alors nous, on dit touche-tentiel, nous, on dit pas présentiel, on dit touche-tentiel à l'agence. On trouve ça plus sympa parce qu'on a tellement manqué de... Voilà. Donc du coup, très bien. Donc, quand on nous confirmait un événement en touche-tentiel, on était contents. Et les clients aussi, bien sûr. Les clients, on sentait qu'il y avait une vraie... Il y avait une vraie victoire. On a pu organiser en septembre 2021
On a organisé une convention de 350 personnes. Alors, c'était juste avant la refermeture des fêtes, pardon. Et on a pu faire un événement en touche-tentiel, donc, pour 350 personnes, avec à cette époque-là les mesures sanitaires, les contraintes, les PCR, les tests PCR, les passes sanitaires, etc., avec tous ces contrôles, le QR code de l'événement. C'est ça. Et c'était une petite victoire de se dire, on l'a fait. On est passé entre les gouttes finalement, parce que ça a refermé derrière. C'est ça. On a réussi à caler un truc entre deux. Mais c'était un beau challenge. Et ça montre, moi, je trouve justement l'agilité de l'équipe et de la filière, de se dire, mais en fait, on sait faire. On peut faire. On peut tout faire. On peut tout faire. C'est quoi ta vision de directrice d'agence pour justement les mois ou les années qui arrivent? Vers quoi tu as envie d'amener ton agence et puis tes équipes aussi pour la suite? Pour moi, ce qui est hyper important, mais tu l'auras compris, c'est l'équipe, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente dans de bonnes conditions, que l'ambiance soit bonne. Et donc, moi, ça fait vraiment partie de mes objectifs au quotidien. Alors, certains diront que je suis trop à l'écoute, mais il faut qu'il y ait une certaine émulsion, il faut qu'il se passe quelque chose et qu'ils aient plaisir, qu'ils restent passionnés, qu'ils restent motivés, qu'ils se challenge et qu'ils aient plaisir à le faire. Donc, en termes de direction, en tout cas, au management, c'est vraiment ce que j'ai envie de maintenir auprès de l'équipe. Après, évidemment, j'aimerais bien qu'on continue à développer ce côté prod, parce que pour l'instant, ça repose beaucoup sur les épaules de Xavier. Des moments, c'est pas toujours évident quand il y a beaucoup d'événements. Donc, j'aimerais bien qu'on poursuive, en tout cas, dans cette diversification-là. Et puis, on a une vraie conscience environnementale, nous, chez i7. Il y a un vrai cas de conscience parce qu'on travaille depuis 2 ans ou 3 ans sur des questions RSE. On commence à enclencher un virage. Il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, dans les moyens, c'est compliqué parce qu'on est une petite structure, qu'on sait qu'une labellisation, ça coûte un bras, en tout cas pour nous, petite structure. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'on échange beaucoup avec le tissu lillois et je me rends compte qu'on est tous confrontés à ces problématiques-là et j'espère qu'en termes d'aide, les choses vont avancer. Mais du coup, on a rédigé une charte, on a rédigé un manifeste, on commence à mettre en place des collectes de déchets en fin d'événement, là, notamment sur un événement qu'on fait à Villepinte en juin. On fait venir Muto, je crois que tu les connais, Muto. Tout à fait. Voilà. Donc on les fait venir pour récupérer tout ce qui est exposé, non récupéré, donc ce qui n'est pas de déchets, on est bien d'accord. Voilà, des décorations qui va être après redistribué dans différentes associations. Voilà, on est en train de réfléchir aussi au calculateur carbone, soit sur un événement, soit sur la structure même. On a créé un petit comité RSE pendant le Covid qui se maintient là et qui source un peu toutes ces initiatives, qui réfléchit. On fait beaucoup d'intelligence collective, on se challenge pas mal. On bosse avec Reforest Action aussi pour la compensation carbone en complément d'une co-construction, évidemment une éco-construction parce qu'on essaie aussi de ne pas vendre du long courrier à tout prix. Oui. Bon, mais tout ça, ce sont des petites actions pour l'instant qui sont un peu indépendantes les unes des autres, mais on aimerait bien vraiment... ça fait partie en tout cas, moi, de ma vision, et c'est une vision qui est partagée par toute l'équipe d'ICE dans les mois qui vont venir, les années qui vont venir, et puis aussi de l'événementiel et de la filière événementielle en général. Parce qu'on est tous tous très conscients de l'impact environnemental qu'a notre filière et on a vraiment envie d'évoluer, d'aller dans le bon sens. On a prévu là de faire comment ça s'appelle une fresque du climat. Très bien. Voilà, avec l'équipe à la fin du mois, je crois. Là. Il faut essayer aussi la fresque de l'événementiel. Tout à fait. Mais on commence par la fresque du climat et après on fera sans doute très bien de l'événement. Ouais. Exactement. Voilà. Je crois qu'il y a aussi votre patte chez i7 aujourd'hui dans l'univers lillois. C'est aussi un petit peu votre créativité. Vous essayez justement de vous différencier pas mal sur le secteur et on m'a parlé de carottes et de combats de catch. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, alors c'est vrai que on n'est pas très nombreux en agence lilloise, en agence événementielle sur la métropole lilloise, mais
Du coup, il faut essayer de se différencier un petit peu et on avait envie, en échangeant avec l'équipe, avec Xavier de la filiale, on avait envie de sortir un peu du cadre et de se différencier. On se dit souvent que oui, on est des gens sérieux, mais on se prend pas au sérieux, on n'a pas envie de se prendre au sérieux parce qu'encore une fois, on ne sauve pas des vies. Donc, on a décidé d'axer un peu notre com sur le côté créatif et un peu déjanté, effectivement. Donc, ça a commencé avec le salon du Comment Nordais, donc qui a lieu tous les ans, qui est le salon de tous les acteurs de la communication sur la métropole lilloise. Oui. Donc, l'année dernière, c'est ça. En réfléchissant à ce qu'on pouvait faire pendant un salon, ça peut être quand même sacrément rasoir, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu différent pour que ce soit un peu plus fun, quoi. Et on est parti sur une histoire de carottes. Bon, alors, ne me demande pas pourquoi. On s'est dit que c'était sympa. On trouvait ça drôle au départ, voilà, de voir des bottes de carottes se promener dans les allées d'un salon. C'était au mois de mars, c'était plus la saison des oranges, c'était la saison des carottes, donc on s'est dit on va remettre des bottes de carottes. Des goodies écologiques. Voilà, ouais, c'était un peu ça. C'était l'idée, c'est on va marquer le coup, donc en plus c'était à moindre coût. On avait fait une soupe pour donner des shots de carottes aux personnes qui venaient sur le stand, et finalement ça a fait un buzz d'enfer. Les gens venaient, on les prenait en photo devant une grande fresque qu'on avait mis en place avec des pseudo-dictons qui n'existaient absolument pas, avec des jeux de mots sur les carottes, du genre on a des centaines de fans, jeux de mots, voilà. Et donc les gens se faisaient prendre en photo avec leurs carottes devant, ça a super bien marché, c'était drôle. On a appelé Madame Carotte pendant un an, et l'équipe est devenue le Carotte Gang pendant un an. Chaque fois qu'on allait sur un événement, un after-work et tout, on était là-dessus. Ça a marqué. Donc ça a bien marqué. Il y avait le côté un peu écolo qui était rigolo. Bon, on s'était dit c'était fun, nous, plutôt qu'autre chose. Et c'est sûr qu'on a clairement dénoté par rapport à d'autres stands qui étaient beaucoup plus formels, mais on n'avait pas envie d'être formel, en fait. Voilà. Donc il y avait une grosse attente, là, à partir de février, parce que ça a lieu en avril, cet événement. Tout à fait. Et donc, à partir de février-mars, là, on sentait, moi, dans le réseau, je sentais qu'on venait me voir, qu'on me demandait ce qu'on allait faire cette année pour suivre les carottes. Donc, cette année, on a décidé de faire du catch. Voilà, D'accord. Cette année, enfin du pseudo-catch, c'est pas un vrai catch. Mais on a décidé de monter un ring, merci, de catch sur notre stand, avec un cascadeur qui était aux couleurs d'Ice Evans. Il avait le peignoir qu'il enlevait après torse nu quand il allait combattre. Voilà. Et en fait, après, on faisait des batailles de pompons. Donc, c'était un pompon full fight club, ça s'appelait. Donc, tout aux couleurs de l'agence, pas du tout criard. C'était très sympa parce que les couleurs de l'agence, c'est violet et jaune, donc ça pète un peu. Et donc, on avait ce gars qui leur faisait faire 1 minute d'entraînement avec la musique à tech. Et puis après, ils faisaient 1 minute de combat. Ils étaient chacun dans leur coin. Et on avait un animateur, vraiment comme un animateur de catch, qui leur trouvait des noms complètement improbables et qui commentait pendant 1 minute. Et donc, en fait, ce qui était drôle, c'est qu'on a des clients. Alors, on avait fait un peu de teasing avant, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On a des clients historiques qui sont venus, qu'on rit. On avait tout le réseau lillois, donc, avec lequel on travaille beaucoup, qui venaient, qui se battaient pour combattre. Et puis, on a eu des prospects aussi qui sont venus en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Donc, au final, on parlait pas beaucoup d'événements. Il y a des gens qui nous ont demandé si cette animation, on pouvait la mettre sur... On a dit, oui, si vous voulez, on peut le refaire. On peut le refaire. Mais voilà, c'était vraiment, encore une fois, c'était histoire de dire, bon, on va pas vous donner, je sais pas, une clé USB avec notre presse, on va pas faire quelque chose de trop formel ou de trop... arrêté, soyons dans le fun. Parce qu'on a cet esprit-là de gens... qui ont cette expertise, qui ont ces compétences. L'agence a cette assise quand même, que je dois à mon prédécesseur et à l'équipe. Bien sûr. Et finalement, on en jouit. Et c'est ce qui nous permet finalement d'avoir ce terrain de jeu aujourd'hui et de revoir un peu cette image et de moderniser un peu l'esprit de l'agence. Et en fait, je me rends compte que plus on a des idées loufoques, plus l'équipe continue et a envie et se prend au jeu et surenchérit. Donc c'est chouette parce qu'en interne aussi, ça insuffle quelque chose. Donc c'est devenu un peu notre marque de fabrique quand on fait des présentations clients.
Il y a une slide avec la tête de chacun et avec un petit pseudo en dessous. Donc je sais plus, il y en a un qui est master du sécateur parce qu'il adore jardiner. Il y en a une qui est ceinture noire de carbonade lilloise et on le présente comme ça à la fin de nos présentations clients parce que on se dit voilà, le côté humain c'est important, quoi. C'est important, et puis du coup, dans la manière dont tu nous en parles, on sent que c'est important pour vous aussi, c'est pas juste une façade. C'est notre identité. Et je trouve que le côté, voilà, c'est ce que tu disais, sérieux sans se prendre au sérieux, c'est vraiment ça. Et ce que vous proposez, c'est événementialiser un stand sur un salon. Et en vrai, c'est votre métier. Oui, tout à fait. Mais tout le monde ne le fait pas. Donc voilà, j'avais bien envie que tu m'en parles parce que je trouvais ça assez chouette et j'espère que ça donnera des idées. On attend le salon Event. Donc à tous ceux qui exposent sur Event, soyez créatifs, faites-nous rêver. Alors je sais que Live, ils ont donné des chicons, des endives, sur Salon Event l'année dernière, en disant on vous a piqué votre idée, on a donné des chicons parce que dans le Nord on n'est pas con ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était, mais un truc comme ça, on lui dit allez, c'est de bonne guerre. Oui, voilà, faut renouveler le genre. Donc, voilà. À ceux qui auront des bonnes idées, peut-être que vous serez invités sur un prochain épisode de Live Stories pour nous le raconter. On verra ça par la suite. En tout cas, voilà, moi, je suis contente de voir que cette reprise, tu arrives à insuffler ta patte, ton énergie, et puis au final, que c'est une agence aujourd'hui qui se développe. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir des entrepreneuses qui réussissent, et je suis ravie de te donner la parole sur ce sujet-là. En tant que chef d'entreprise et femme, c'est vrai qu'il y a parfois, on parle du plafond de verre, du syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu as ressenti, ou maintenant, ça y est, tu as fait ta place et tu dis, en fait, non, il n'y a pas de raison d'avoir ce sentiment-là? Je suis assez mitigée parce que parmi les acteurs lillois, ou en tout cas de la métropole lilloise, il y a une proportion assez importante finalement de femmes chefs d'entreprise, chefs d'agence. Mais dès qu'on sort de ce contexte-là, on se retrouve quand même face à des comités de direction majoritairement masculins, ou en tout cas, là, les chefs d'entreprise dont je parle, ce sont des agences à taille humaine, comme Ice Events. Dès qu'on part sur des structures un peu plus conséquentes, on retombe sur une direction qui est souvent très masculine. Donc, je pense que les choses évoluent. Je pense qu'il y a encore un boulot de dingue, clairement. Je le vois, quand je vais en rendez-vous, je me retrouve face à un codir chez l'annonceur et qu'il n'y a que des hommes, on reste quand même souvent, encore, malheureusement, sur ce profil de dirigeant qui a la cinquantaine, qui est limite misogyne. Et moi, ça me met toujours extrêmement mal à l'aise parce qu'on sent presque décrédibilisé en tant que femme dirigeante. On sent depuis dans ce genre de situation. Oui, complètement. Donc, alors bon, moi, j'enfile ma cape de chef d'entreprise qui n'a pas peur et qui a de la niaque, mais c'est vrai que c'est toujours très déstabilisant. Et je trouve que ça reste quand même préoccupant parce que, oui, j'en suis la preuve, on peut y arriver. Mais je trouve que dans les mentalités, il y a encore du boulot. Mais moi, j'y crois. Je suis convaincue que ça va continuer à évoluer aussi. Et c'est ce que j'essaie d'insuffler à mes filles, d'ailleurs. D'ailleurs, la bonne nouvelle de la semaine, je crois que tu travailles régulièrement pour le Roi Merlin. C'est l'annonce de la nouvelle directrice France, qui est donc une jeune femme de 28 ans. Donc, c'est des bons exemples, comme quoi on va dans le bon sens. Si tu devais justement partager un conseil avec d'autres femmes, j'allais dire jeunes femmes, mais plus ou moins jeunes, il n'y a pas d'âge du coup pour entreprendre, la preuve. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Écoute, moi, je dirais qu'il faut oser, en fait. On le disait tout à l'heure, quand on fait la liste du plus et du moins, je pense qu'il faut oser, puis je pense qu'il faut s'écouter. Et il faut se faire confiance. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est hyper confiante, en tout cas, qui a hyper confiance en moi sur d'autres aspects de ma vie. Mais encore une fois, quand on regarde les faits et qu'on se dit, en fait, pourquoi j'irai pas il y a un moment, il faut y aller, en fait. Moi, j'ai senti, en fait, je sais pas si c'est de l'instinct ou si c'est une petite voix ou si c'est... Voilà, mais tout me disait qu'il fallait que j'y aille. Donc, en fait, il faut écouter cette part-là et se dire, mais en fait, pourquoi ce serait pas possible? Et en fait, et aussi peut-être de se dire, qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible qui pourrait arriver?
Enfin, clairement, moi, dans mon cas, je me dis, bon, bah, au pire, je me plante, et puis je reviens, et puis je recommence en free. Enfin, en soi, c'est pas très grave. C'est ça. Voilà. Bon, et après, encore une fois, il y a les enjeux financiers, mais en soi, pourquoi ne pas le faire? Donc, ouais, non, et puis sortir du cadre et sortir de sa zone de confort, quelque part. Accepter de sortir de sa zone de confort. C'est ça. Et puis aussi, je rajouterais peut-être se faire accompagner. Et je crois que ça, c'est ce que tu fais aussi beaucoup. Oui, alors oui. Alors c'est ce qui m'a fait défaut un peu au début aussi, c'est vrai, ouais. Mais oui, c'est certain qu'il faut se faire une petite team de gens autour de soi pour pouvoir auprès de qui on peut prendre conseil dans telle ou telle situation. Il faut trouver des gens, un réseau professionnel dans lequel on peut échanger en toute confiance. Donc oui, c'est hyper important. Alors c'est vrai que moi, je suis adhérente. Il y a 2 associations sur l'île, enfin 2 clubs sur l'île qui sont importants en tout cas dans notre métier, notre milieu à nous. C'est l'Île Events, qui regroupe le club des professionnels de l'événementiel et du tourisme d'affaires sur la métropole européenne des Îles. Il y a Place de la Com, qui est le même réseau, mais qui lui est axé sur tous les métiers de la com. D'accord. Et en fait, ces 2 réseaux-là sont hyper actifs, sont très complémentaires, évidemment, pour moi, vu notre activité, la nature de notre activité, et qui proposent des temps d'échange, des tables rondes, des possibilités de formation. Il y a aussi, évidemment, des after-work qui font que, finalement, on apprend à se connaître les uns les autres, on échange vraiment en toute confiance et en toute simplicité. Et c'est très précieux. Et ça permet, notamment pendant le Covid, je me souviens de moments où on avait le droit de se retrouver. Alors, à 1 mètre de distance, voilà, sans manger, etc. Et je me souviens d'échanges, voilà. Je me souviens d'échanges en juillet 2021, peut-être, ou 2020, je sais même plus, où on s'était retrouvés, je sais plus si c'était l'Île Events ou Place de la Com. On était tous un peu déconfits, évidemment, parce qu'on était tous en pleine crise, et on échangeait simplement sur toi, t'en es où? Est-ce que vous allez tenir le coup? Bien sûr. Voilà. Et c'était hyper rassurant et fédérateur aussi, finalement, quelque part, de pouvoir échanger entre pairs. Et ça, c'est très précieux. Ça, c'est vraiment très, très précieux quand on est dirigeant, de ne pas être isolé et de pouvoir échanger en confiance. Tout à fait. C'est un vrai bon conseil. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Alice. Merci. D'avoir partagé ce moment, cet épisode, et puis nous avoir apporté ton témoignage de ce par quoi tu es passée pour passer de freelance à directrice d'agence. Merci pour tout. Avec plaisir. Vous qui nous avez écoutés, j'espère que ça vous a plu et surtout, ça vous a donné envie et ça vous a montré qu'il était possible d'entreprendre. Alors, osez, quel que soit votre projet, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous la question de savoir est-ce que vous avez vraiment quelque chose à perdre ou pas, et allez-y, lancez-vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Life Stories.